Bonsoir, chers amis auditeurs qui nous écoutez en direct. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin. Ce sera à partir de 9 heures pour cette seconde partie de notre libre journal. Et bonne nuit à ceux qui, noctambules ou insomniaques, nous écouteront à partir de... ou travailleurs de la nuit, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas seulement les noctambules et les insomniaques qui nous écouteront à partir de 3h30 du matin. Je pense particulièrement à eux, bien qu'ils soient sans doute moins nombreux que les autres. Nous allons parler de l'Amérique. Nous allons nous demander maintenant si l'Amérique va échapper à la décadence avec Obama. Et nous avons toujours parmi nous Pierre Lorrain qui nous a fait le plaisir de rester puisqu'il s'intéresse non seulement à la Russie, ô combien, puisque vous avez écrit un livre sur Poutine dont je rappelle le titre, La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine aux éditions du Rocher, mais vous intéressez aussi à l'Amérique, ce qui d'ailleurs est un bon complément des analyses sur la Russie. Et nous avons aussi parmi nous Francis Cousin, docteur en philosophie, qui a créé une école particulière qui s'appelle la philo-analyse, peut-on le dire, Francis Cousin? Plus clair, j'irais pratique philosophique, redonner à la philosophie... Excusez-moi, à 2 centimètres du micro. Redonner à la philosophie le sens de ses origines historiques, c'est-à-dire faire de la philosophie pratique. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à dire sur ce qui s'est passé, pas simplement aux États-Unis, mais en France, à propos du phénomène Obama. Roland Hureau, historien essayiste bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et Robert Lozada, par ordre alphabétique, journaliste. Alors puisque je finis par lui, je vais l'interpeller en premier. Robert Lozada, je voudrais savoir si vous avez sablé le champagne après l'élection d'Obama. Pas véritablement, enfin pas en tous les cas comme les foules qui se pressaient sur le mall de Washington. Oui, vous avez regardé votre... Mais non, je crois que c'est un mot acceptable, puisque c'est une partie du territoire de Washington. Et donc pas comme la foule de Washington, pas non plus comme la foule française en général, mais enfin avec beaucoup de curiosité, d'intérêt, et sans y accorder une importance absolument démesurée. Obama, c'est un homme, il y a 300 millions d'Américains. J'ai tendance à penser l'homme le plus puissant du monde, ça m'a toujours paru un peu excessif. Dites-moi, alors Francis Cousin, est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette élection, et surtout ce qui s'est passé autour de cette élection, n'est pas symptomatique d'un état mental des sociétés occidentales qui mérite d'être analysé? Alors disons que le regard philosophique sur l'élection d'Obama, c'est la saisie du voile qui voile l'être du réel justement en question tel qu'il est mis en spectacle par le mouvement général de la marchandise théâtrale. Tout à l'heure, on a terminé sur la Russie et je pense qu'il y a un point de jonction qui est intéressant, c'est que la Russie de Poutine, à travers l'équipe poutinienne, quelles que soient les critiques que l'on peut adresser à l'équipe poutinienne, c'est en quelque sorte un sursaut contre le vent dominant qui vise justement à une déliquescence organisée par la marchandise mondiale. L'élection d'Obama, c'est l'inverse. Obama est une création de ce vent dominant. Alors, en quoi Obama est une création de ce vent dominant? C'est que la patte personnelle, l'énergie individuelle d'Obama, dans tout cela, elle a finalement que très peu d'importance, parce que Obama est une création. Obama est une création, on parlait tout à l'heure des oligarques, de l'oligarchie financière et industrielle de l'Empire américain. Obama est né autour de cabinets, bon, on peut citer des noms, David Axelrod, d'autres noms. C'est une création d'un appareil. À un moment donné, la société américaine, dans sa lente décomposition, on reviendra ultérieurement sur la décomposition impériale, la décomposition financière, la décomposition industrielle, s'est trouvée à bout de course. Et au bout de la course, il a fallu trouver un sursaut mythologique pour réorganiser, pour restructurer et remettre en marche une société qui, effectivement, avait besoin de retrouver un mythe fondateur puisqu'elle s'était épuisée, qu'elle n'avait plus de sens et plus de signification.
J'ai trouvé une déclaration qui est fantastique, qui est de Kouchner aux États-Unis, qui fait une déclaration à la Brookings Institution et qui dit « Les Français sont toujours très impressionnés de l'influence des groupes de réflexion américains. Les théories du complot seront très difficiles à dissiper à présent que le programme d'études de politique étrangère de l'Institut Brookings est parvenu à faire élire le sénateur Obama président des États-Unis. Plus sérieusement, le rôle considérable joué par un si grand nombre d'érudits de l'Institut Brookings auprès de l'équipe de Barack est un hommage à la qualité de Brookings et ensuite, bien évidemment, à la finesse de jugement du président élu. » Excusez-moi, Francis Cousin. Alors, terminez rapidement sur ce point, parce que nous avons en ligne Patrick Simon. D'accord. Qui concluez quand même rapidement avant de reprendre tout à l'heure. Juste pour conclure, et ce sera l'articulation première d'un véritable dévoilé méthodologique, l'élection d'Obama est une gigantesque construction d'un appareil en crise qui, pour échapper à l'issue de sa crise, crée une mythologie supérieure. Et Obama doit être analysé comme une mythologie. Il faut dévoiler le voile qui cache la réalité derrière un spectacle copieusement mis en scène, mais qui n'est qu'un écran. Alors, je pense que Roland Hureau, Robert Lozada et Pierre Laurin vont réagir à votre interpellation, mais j'aimerais maintenant que nous ayons notre chronique traditionnelle, notre chronique du grand large avec notre ami Patrick Simon. Est-ce qu'il est en ligne? Je suis là. Bonsoir Henri. Voilà. Bonsoir. Alors, je ne savais pas que vous étiez déjà en ligne, je croyais que vous n'y étiez pas encore, donc je ne voudrais pas vous faire attendre trop longtemps. Vous allez intervenir sur un sujet dont nous avons déjà parlé, mais qui est essentiel. Faut-il supprimer le juge d'instruction? Oui, alors je m'excuse parce que je tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, là, au milieu d'une émission qui se livre à une critique des démocraties et à une apologie des dictatures. Et je tombe un peu comme des cheveux sur la soupe. Je vais donc quand même vous parler de mon sujet, juge d'instruction ou juge de l'instruction. Telle est la question qui se pose actuellement depuis le discours du chef de l'État prononcé le 7 janvier dernier devant la Cour de cassation. Je vous mets, excusez-moi une seconde, Patrick Simon, je vous mets à l'aise. Vous n'arrivez pas comme les cheveux sur la soupe, d'abord parce que les auditeurs sont assez habiles pour passer d'un sujet à l'autre, mais surtout, en fait, votre sujet n'est pas sans rapport avec le nôtre, parce que l'une des questions qui se pose à propos de cette réforme, c'est si elle ne vise pas à américaniser la justice française. Donc, comme nous parlons des États-Unis, honnêtement, votre sujet n'est pas sans rapport avec le nôtre. Très bien, ok. Alors, donc, pour préciser l'enjeu, il faut d'abord dire que le juge d'instruction, il est nommé, mais il ne concerne pas les affaires civiles, commerciales et administratives, c'est-à-dire la très grande majorité du contentieux judiciaire. Il n'intervient que pour les affaires pénales et encore pour celles-ci seulement dans un très petit nombre de cas, 4 à 5%, c'est-à-dire pour des affaires complexes dans lesquelles la cause des dommages n'est pas claire, les circonstances, la culpabilité du ou des prévenus ne sont pas établies. Il s'agit donc d'affaires dans lesquelles règne un certain mystère qui n'est pas élucidé. On désigne alors un juge qui va mener une enquête pour trouver la vérité et pour décider si le suspect doit ou non être jugé par un tribunal. Alors ça pose en soi tout de suite un problème. Peut-on être impartial, neutre, effacé presque, pourrait-on dire, et conduire une investigation poussée? L'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, avait une formule qui résumait bien la difficulté. Un juge, disait-il, ne peut pas être à la fois Maigret et Salomon. Ou bien il diligentera son enquête à fond, comme le commissaire Maigret, en sortant de sa neutralité, de son impartialité, en ayant recours à des astuces, comme le commissaire Maigret, ou bien il restera le sage juge Salomon au risque de rater ses investigations et de n'aboutir à rien. Et c'est pourquoi on a fait une première réforme en 2000 en instituant le juge des libertés et de la détention chargé de rendre les décisions juridictionnelles d'incarcération ou de libération des prévenus indépendamment du juge d'instruction. Cette réforme avait pour objet de réduire les mises en détention provisoires et les pressions des juges d'instruction pour obtenir des aveux. Mais cette réforme est plutôt un échec, car comme l'a expliqué le député Jean-Paul Garot, le juge des libertés est devenu, je le cite, un juge aveugle
qui n'a pas tous les éléments à sa connaissance, qui doit statuer dans l'urgence avec peu de moyens, qui alourdit la procédure, ouvrant ainsi des pièges à nullité, source de mise en liberté de dangereux coupables, et qui de plus n'a en rien réduit les mises en détention provisoires. Fin de citation. Il fallait donc trouver autre chose, d'où la réflexion qui est actuellement menée et qui n'a pas encore abouti. Alors, comme il arrive souvent dans notre bon vieux pays, on raisonne en termes de structure, en ignorant qu'il y a des individus, et en recherchant quelle serait la meilleure solution générale de principe. Et l'on oublie que la justice ne requiert pas seulement des juges intelligents et bien diplômés, mais aussi des gens expérimentés. Un juge qui a derrière lui beaucoup d'années de pratique et d'expérience n'aurait peut-être pas commis les erreurs du jeune juge d'instruction de l'affaire d'Outreau, par exemple. Toujours est-il qu'on a de nombreux exemples de dysfonctionnement des juges d'instruction. Souvenez-vous du juge Pascal, affecté par ses préjugés communistes de lutte des classes qui l'empêchaient de voir clair. Il voulait absolument faire déclarer coupable le notaire de Bruay en Artois, qui était pourtant innocent. Puis nous avons eu le jeune juge désigné dans l'affaire du meurtre du petit Grégory, dont l'inexpérience l'a finalement noyé et épuisé lui-même. Plus près de nous, nous avons les juges du pôle financier. L'une d'entre elles, Eva Joly, avait retenu l'attention par le culte qu'elle vouait à la religion des aveux, technique qui a ses limites, par son hystérie persécutrice qui l'aveuglait dans l'affaire Delphes. D'ailleurs, la plupart de ces décisions ont finalement été annulées par le tribunal ou la cour. Et il en est de même du juge Alphen dans d'autres affaires, constamment infirmé. Il y a maints et maints exemples d'erreurs judiciaires commises par les juges d'instruction. Plus récemment encore, dans l'affaire du Sentier, une juge dont j'ai oublié le nom avait décidé de poursuivre plusieurs grandes banques qui n'étaient pour rien dans cette fraude, mais qui lui servaient en somme de bouc émissaire. Tous ces errements se sont heureusement terminés par une relaxe prononcée par le tribunal, mais ça ne se termine pas toujours forcément bien dans d'autres affaires. Et puis enfin, nous avons le summum où l'injustice culmine, c'est l'affaire d'Outreau, des innocents qui ont passé plus de 2 ans en prison, c'est vraiment l'horreur. Alors, je ne dis pas bien sûr que les juges d'instruction se sont toujours trompés. Certains d'entre eux, et peut-être même beaucoup d'entre eux, ont fait du bon travail. Je pense en particulier au juge Bruguière, spécialisé en matière de terrorisme et qui est respecté dans le monde entier. Mais il y a tout de même beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette institution, ce qui m'amène à la question de ma chronique. Pourquoi tant d'erreurs et tant d'injustices? Et l'explication que je propose n'est pas technique, ni même juridique. Oublions que je suis avocat. Elle est psychologique et liée à la nature humaine. On peut la résumer de façon très simple. Le monopole exclut la concurrence. Quand une seule personne mène l'enquête, elle a un monopole qui ne souffre aucune concurrence. Elle a donc un grand pouvoir. Si cette personne est intelligente, expérimentée, mesurée, consciencieuse, si elle fait abstraction de ses préjugés, le travail peut être de qualité. Mais il arrive que la personne en question ne soit pas expérimentée, souvent les juges d'instruction sont jeunes et en début de carrière, ou même ne soit pas très intelligente, ça peut arriver, ou affecter de nombreux préjugés politiques, ou anticléricaux, ou anti-puissants, ou plus simplement influencés par la presse et les médias. Et là, c'est le désastre. Mais vous me direz qu'il y a beaucoup de gens comme cela et que c'est inévitable. Eh bien, justement, le défaut du système inquisitorial est qu'il est monopolistique, c'est-à-dire qu'il attribue à une personne ou à une institution un pouvoir exclusif. Cela donne facilement des petits Robespierre. En France, cette tendance est particulièrement dangereuse car notre tradition est malheureusement jacobine. Comment faire pour éviter ces dangers? Comment se sortir du jacobinisme judiciaire qui, comme tout jacobinisme, est nocif? Eh bien, il existe 2 solutions.
La première, elle consiste à ne nommer juge d'instruction que des juges expérimentés et à diversifier la formation. L'École nationale de la magistrature est un moule trop uniformisant et il serait mieux d'avoir des sources diverses alimentant la profession pour avoir des esprits plus indépendants. Mais tout ça, ça suppose une refonte complète du système judiciaire français et de son recrutement, et c'est difficile à faire. Et puis, on en resterait toujours avec un monopole. Et c'est pourquoi la deuxième solution est plus simple. Elle consiste à supprimer le monopole pour lui substituer la concurrence. Et ça, c'est le système accusatoire. Au lieu qu'un homme enquête et interroge, deux enquêtes ont lieu simultanément et vont s'opposer. Elles vont se contredire. Et de ce débat, la vérité peut émerger. Prenons l'exemple des interrogatoires de témoins ou de prévenus. Au lieu d'être organisés et effectués par le juge d'instruction, ils seraient organisés et effectués par deux avocats. L'un, c'est le procureur qui poursuit le prévenu, c'est son rôle. L'autre, c'est l'avocat qui défend le prévenu. Alors l'un va interroger à charge, comme on dit, et l'autre va interroger à décharge. L'un vise à confondre le prévenu, à établir sa culpabilité en présentant des preuves aux témoins, en leur posant des questions pour découvrir cette vérité, et l'autre va chercher à innocenter le prévenu en posant des questions qui font apparaître des faits différents. Deux avocats qui s'opposent, qui sont en concurrence, iront à mon avis toujours plus loin, plus profond dans la manifestation de la vérité qu'un seul homme, qui enquête, rappelons-le, dans le secret, et non pas dans le débat contradictoire. Alors ça ne veut pas dire que cet homme doit disparaître, il subsiste, mais il doit se limiter à ses fonctions de juge. Il se tait et il écoute les témoins répondre aux questions des avocats. Cela ne l'empêche pas lui-même d'ailleurs de poser quelques questions, mais le débat est organisé par les parties, et lui est en retrait. Et peu à peu, de ce débat, de cette recherche, les circonstances vont apparaître mieux. C'est ce que j'ai expérimenté quand j'ai vécu des procès avec système accusatoire. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'est le système américain. Oui, mais ce n'est pas que le système américain, c'est le système qui est pratiqué dans presque tous les pays du monde libre. Pas seulement les pays anglo-saxons. Vous avez les pays scandinaves qui le pratiquent, vous avez même certains pays latins, certains pays de droit romano-germanique. Et c'est le système qui est d'ailleurs recommandé par la commission Outreau. Vous savez, cette commission parlementaire qui a fait un travail. Eh bien, je crois, pour en terminer, que notre intérêt, c'est de l'adopter, ce système accusatoire, parce qu'il est plus conforme au respect du droit, plus conforme au perfectionnisme qu'exigent nos sociétés complexes, tout simplement parce qu'il est meilleur que l'autre. Patrick, restez une minute avec nous. Bien sûr. Je regrette que vous n'ayez pas participé à la discussion que nous avions ici avec maître Nikolai Fakirov notamment, qui lui n'avait pas qui est avocat comme vous, mais qui n'a pas la même position que vous et qui pense qu'il n'est pas souhaitable de supprimer le juge d'instruction. Le juge Didier Gallo, à qui j'en ai parlé au téléphone d'ailleurs, est également partisan, me dirait qu'il a été juge d'instruction. Alors il est peut-être corporatiste, mais il n'est pas non plus partisan de la suppression. Parce que effectivement, vous nous citez des erreurs judiciaires qui ont été commises. Bon, d'abord, je vous signale que l'erreur judiciaire, c'est l'erreur du tribunal. C'est pas l'erreur du juge d'instruction. Ce sont on peut appeler ça une erreur judiciaire si vous voulez, mais ce sont des bavures qui ont lieu pendant la procédure d'instruction, qui n'est pas le jugement. Et ensuite, je vous répète ce que l'affaire Outreau a innocenté justement les gens qui avaient été mis en préventive par le juge d'instruction. Non, mais je vous répète aussi que souvent, vous savez, c'est la formule, le monde a toujours très mal marché, comme disait Bainville, c'est qu'on a toujours l'impression que ce qui est ailleurs est mieux que ce qui est chez nous. Or, je me rappelle avoir lu un livre sur le fonctionnement du système judiciaire aux États-Unis qui est épouvantable. Et les affaires Outreau, il y en a eu des centaines aux États-Unis. Moi, je peux pas lui dire que c'est pas une impression, parce que moi, j'ai vécu, comme je fais du droit international, je vais dans les différents pays, et je vois comment ça se passe. Et je trouve que ça se passe mieux à côté, parce qu'il y a ce système de ce qu'ils appellent examination and cross-examination, interrogatoire et contre-interrogatoire, c'est beaucoup mieux que le système. Alors, est-ce que c'est aussi efficace que pour lutter contre les mafias? Parce que les États-Unis sont un pays très bien, peut-être sur le plan du fonctionnement des procédures, mais c'est le pays où les mafias se développent et prospèrent depuis des dizaines d'années. Il y en a beaucoup en Russie aussi. Ah ben je dis pas que le système judiciaire russe est un exemple. Nous parlions de la France simplement. Bon, écoutez, là je crois qu'un grand débat est lancé. Je voulais juste dire que je suis pas très éloigné des positions de Nikolai Fakirov,
Si, il est pour la conservation du juge d'instruction. Oui, alors donc là-dessus nous ne sommes pas d'accord, mais il a dit quelque chose de très juste et très intéressant sur l'absence de motivation des jugements rendus par les cours d'assises. Et je suis absolument d'accord avec lui sur ce point. Voilà, un débat qu'il faudra peut-être reprendre, mais je crois que c'est assez pour aujourd'hui pour le juge d'instruction, et nous allons réfléchir aux très intéressantes analyses que vous avez faites, Patrick Simon. Et donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à cette antenne pour cette chronique. Et non, excusez-moi, allô. Oui. Les auditeurs vous entendront dans le livre journal des contribuables. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah, c'est déjà la semaine prochaine. Ah oui, le temps passe vite. Ah non, c'est dans 2 semaines. Non, je dis des bêtises. Je crois, oui. Dans 2 semaines. Bien, à bientôt Patrick Simon, et merci de votre chronique. Au revoir. Alors donc, l'un des sujets d'ailleurs que pose cette discussion sur le juge d'instruction, c'est de savoir dans quelle mesure il nous faut ressembler aux Américains. Alors j'aimerais bien que Roland Hureau, qui a écrit dans le Figaro le 8 novembre dernier, un article intitulé « Obama le patricien », nous dise comment il réagit à ce que vient de dire Francis Cousin et ce qu'il pense lui-même de ce que traduit des origines et des conséquences du phénomène Obama. Alors je n'ai pas eu de sentiment ni positif ni négatif à l'élection d'Obama, d'abord parce qu'on la voyait venir depuis plusieurs mois, donc ça n'était pas une surprise. Ensuite, parce que je considère qu'un grand pays comme la France ne doit pas vivre au rythme des élections de notre grand pays. C'est ce qui s'est produit pourtant. Oui, mais ça c'est pas du tout mon genre. En revanche, ce que j'ai ressenti, c'est une immense malentendu sur la véritable personnalité d'Obama. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans cet article. On a dit c'est la revanche. C'est la revanche d'une minorité opprimée depuis des siècles, les descendants d'esclaves, les Noirs américains, qui représentent 10% de la population, mais qui ont eu en effet un passé terrible au siècle dernier et surtout à celui d'avant. C'est la revanche des Noirs sur les Blancs, etc., etc. Et c'est l'exemple d'une véritable démocratie qui est capable d'aller au-delà de sa classe dirigeante habituelle pour choisir des gens, comme on dit, dans la diversité. C'est cette expression de diversité. Alors, c'est très mal connaître d'où vient Obama. Alors, vous me direz qu'on n'a pas à regarder d'où viennent les gens, mais enfin, on nous a tellement expliqué qu'il était noir ou à moitié noir qu'il faut approfondir le sujet. D'abord, du côté de sa mère, il est blanc, entièrement blanc, et il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, qui, elles, descendent paradoxalement de Jefferson Davis, qui fut président de la Confédération sudiste, c'est-à-dire des partisans de l'esclavage. Et qui était propriétaire d'esclaves. Et qui était bien entendu propriétaire d'esclaves. Bien entendu, je ne sais pas, mais qu'il était. Non, mais je veux dire que j'imagine que Jefferson Davis était propriétaire d'esclaves. Non, mais je vous le dis. Il l'était. Oui, mais il n'était pas le seul. Washington aussi, et puis d'autres encore. Et puis les premiers présidents l'étaient presque tous. Mais du côté de son père... Excusez-moi, mais il y a même pour l'anecdote, il y a même des Noirs qui descendent de Jefferson parce que bien sûr, il était propriétaire d'esclaves et il a eu quelques bontés pour certaines de ses... Mais ça, c'est une autre question. Du côté de son père, il n'y a pas non plus un seul esclave noir américain. Alors d'où vient... qui était son père? Son père est un politicien kényan, a-t-on dit. Mais on n'a pas tout dit quand on a dit ça, parce que l'Afrique de l'Est, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique de l'Est, j'ai vécu 3 mois en Afrique de l'Est, est caractérisée par l'existence d'un certain nombre de tribus. Ces tribus qui s'appellent les Tutsis au Rwanda et au Burundi, qui s'appellent les Maasai au Kenya et en Tanzanie, et il y en a d'autres encore, les Luo, et qu'autrefois les ethnologues appelaient Nilo-Hamitique. Bon, c'est une expression qui est aujourd'hui contestée. Alors, que sont ces tribus? Vous savez que le général de Gaulle avait dit des Juifs, à tort ou à raison, on lui avait beaucoup reproché que c'était un peuple sûr de lui et dominateur. Je puis vous dire que ces tribus-là le sont au carré ou au cube. C'est-à-dire que dans ces tribus, on a le sentiment d'une supériorité non seulement sur les autres Noirs africains, mais sur la terre entière, qu'on a
ne peut pas imaginer quand on est loin. C'est tout à fait. Il faut voir ce que sont les Tutsis du Rwanda et les Tutsis du Burundi, ce que sont les Maasai, et les Luo font partie de ce genre de tribus. Des tribus qui étaient composées d'éleveurs et de guerriers, ayant un grand mépris pour tous ceux qui pratiquaient l'agriculture, y compris les Européens d'ailleurs. Alors, du côté de son père, c'est ça. Vous me direz, il a très peu connu son père. Mais enfin, vous savez, Lacan dit que la légende familiale compte autant que la réalité des contacts. Épargnez-nous les références au psychanalyste Lacan, qui heureusement n'a rien à voir avec notre oui. Jacques Lacan à nous. En tous les cas, voilà. Alors, pour l'anecdote, c'est dans ces tribus que se recrutent les champions de marathon, les champions de 10 000 mètres. Alors que les Noirs, les Afro-Américains, qui sont en Amérique depuis plusieurs générations, plusieurs siècles, sont meilleurs pour le 100 mètres. Ça, c'est purement anecdotique. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est un homme totalement dépourvu de complexe. Quand vous le voyez marcher, il est très vertical, il est très vertical, il est mince, il marche droit, il a un culot fantastique. Je veux dire, il a eu un culot fantastique que personne n'avait eu avant lui aux États-Unis, qui est tout à fait comparable au culot de Kennedy, qui s'est dit je suis catholique. Aucun catholique n'a jamais été président des États-Unis, mais moi je peux l'être, et il l'a été. De justesse. De justesse, mais d'extrême justesse. Tout le monde est de justesse. Non, mais là, Robert Lozada, une élection, ça se gagne à une voix près. Et Obama, c'est pareil. Il s'est dit, aucune personne de couleur n'a jamais été président des États-Unis, mais moi, Barack Obama, je vais essayer et j'y arriverai. Il s'est dit, j'ai la baraka. Oui, tout à fait. Et contre Clinton. Et encore en s'appelant Barack Hussein, c'est-à-dire de nom musulman, parce que la majorité des Luo sont chrétiens. Mais il se trouve que son père, lui, ne l'était pas. Il lui a donné des noms musulmans ou arabes, d'origine arabe. Donc ça, c'est un point qu'il faut savoir. Il faut savoir. Alors, est-ce que c'est important? Pas important, je ne sais pas. Pour moi, ça n'empêche pas que le personnage soit sympathique. Personnellement, je le trouve sympathique. Il faut ajouter à ça qu'il a fait le meilleur cursus universitaire, non seulement par les universités qu'il a fréquentées, c'est Harvard et Chicago, mais par les résultats qu'il y a obtenus, que tous ses prédécesseurs, bien meilleurs que tous ses prédécesseurs. Donc c'est en même temps un produit de cet élitisme démocratique qui prévaut dans les universités américaines. Il avait sûrement pas besoin de quotas pour les Noirs pour arriver là où il est arrivé. Alors, est-il en mesure de résoudre les problèmes des États-Unis? Ça, c'est une toute autre question. Une toute autre question, et je ne sais pas s'il faut qu'on en parle tout de suite. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Pas tout de suite, bien qu'à mon avis, la réponse soit assez... Enfin, je ne voudrais pas poser une opinion, mais j'aimerais bien que Pierre Laurin s'exprime. Bon. Alors, donc, la question est posée. Comment réagissez-vous? Première question. Comment avez-vous réagi? Comment réagissez-vous à l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique? Bien, j'ai réagi d'une manière tout à fait normale. Je suis français, ça se passe aux États-Unis, donc le peuple américain a choisi. Il a choisi visiblement le plus intelligent des deux, peut-être pas forcément le meilleur, je n'en sais rien. Moi, personnellement, j'avais une petite sympathie pour McCain, parce que je suis un ancien Cold Warrior. Excusez-moi, je mettrai pas une pièce dans le nourrin, mais je suis un ancien soviétologue. Expliquez-moi, parce que je n'ai pas compris ce que vous avez dit, honnêtement. Eh bien, à une certaine époque, à l'époque où vous avez dit un mot anglais, mais je l'ai pas compris. C'est Cold Warrior, c'est-à-dire guerrier de la guerre froide. Ah! Alors là, vous mériteriez une amende de 15 €. Là. Franchement, vraiment, là, vous faites de la provocation. Mais volontiers, j'assume ma provocation, mais je ne mettrai pas 15 € dans le nourrin. Non, soyons sérieux. Simplement, voilà, à une certaine époque, l'Union soviétique était l'ennemi. J'étais soviétologue à cette époque-là, je revendique ce terme, c'est-à-dire que je m'intéressais au système politique de l'Union soviétique et je scrutais la Pravda avec une loupe en regardant sur les photos qui était devant qui, etc., pour pouvoir essayer de déterminer quelle allait être la suite du feuilleton, et je dois reconnaître que j'ai annoncé que Gorbatchev serait secrétaire général 3 ans avant qu'il le soit. C'est bien. Donc, c'était pas mal. Bravo. Ah ouais. J'ai également annoncé à l'antenne de cette radio en 89, et je me souviens de mes termes, c'était si la situation continue de se dégrader en Union soviétique comme elle se dégrade aujourd'hui, dans peu de temps, l'Union soviétique aura cessé d'exister comme puissance et peut-être même en tant qu'État. Et les invités avaient trouvé ça tellement comique qu'ils avaient ri.
Et 2 ans plus tard, l'Union soviétique n'existait plus en tant qu'État. Donc j'étais un bon soviétologue. Mais en tant que bon soviétologue, j'avais mon parti pris. Mon parti pris, c'était, nous sommes en Occident, nous avons un système qui est le pire système qui soit, à l'exception de tous les autres, pour reprendre le terme de Churchill. J'allais vous dire que là... Et donc, j'avais choisi mon camp. Et McCain avait choisi son camp. Lui, il est allé combattre au Vietnam, etc. Il était prisonnier, donc il avait ma sympathie. Mais le fait qu'il ait ma sympathie ne signifiait pas que j'étais comme un mouton à sauter, comme disait le général de Gaulle, comme un cabri, en criant Obama, McCain, Obama. McCain, Ah bon, McCain. non, au contraire. Ouais. Non, mais et lorsque Obama a été élu, eh bien, je me suis dit que pour encore une fois, les Américains nous avaient donné une bonne leçon. Parce que je discutais autour de moi avec beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais jamais les Américains n'éliront un noir. Mais jamais ils n'éliront un noir. » Non, ils n'ont pas élu un noir, ils ont élu le plus intelligent, ou du moins ce que eux pensaient être le plus intelligent. À mon avis, ils ont eu raison. Et donc, je considère qu'Obama ne sera certainement pas un meilleur président que beaucoup d'autres. Mon préféré, c'est Theodore Roosevelt, pour différentes raisons. Mais peut-être qu'il sera meilleur que Kennedy, je n'en sais rien. Peut-être qu'il sera meilleur, en tout cas meilleur que Bush, c'est sans grand mal. Mais est-ce qu'il va faire des miracles? Non, il ne va pas faire des miracles. C'est un homme qui est élu pour 4 ans. Si, au bout de 4 ans, il ne convient pas, on le vire. Mais on en nomme un autre. C'est ça, la démocratie. Donc, ne pensons pas à Obama dans des termes comme s'il allait régner pour les siècles des siècles. Ce n'est pas le Messie, c'est tout simplement le nouveau président des États-Unis, un homme respectable, un homme qui a fait beaucoup d'études, qui a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué, et qui ne doit cela non pas à la couleur de sa peau, non pas à sa famille, mais à son mérite personnel et à son cerveau, à ses petites cellules grises, comme disait Hercule Poirot. Je crois que ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, je crois qu'il y a très près de nous une tribu, vous savez, un peu comme les Maasai, un peu comme les Tutsis, qui est sûre de sa supériorité, du rayonnement de sa culture, et qui donne des leçons au monde entier, alors que le monde entier n'en a rien à foutre. Excusez-moi, mais c'est nous. Et je pense qu'on devrait peut-être baisser un peu le caquet, être moins dominateur, être moins donneur de leçons, et prendre un peu ce qui vient d'ailleurs, essayer de voir les choses avec un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, et pas avec cette arrogance qui insupporte tous nos voisins. Et je crois que lorsqu'on se déplace à l'étranger, vous savez, un jour, j'étais dans un avion avec des Français qui étaient un peu exubérants, même très exubérants, et c'était un avion de la Lufthansa. Et les hôtesses regardaient ces Français avec un peu de commisération et en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces huluberlus ?» Et lorsqu'est arrivé mon tour d'avoir mon petit café dans mon gobelet, l'hôtesse très gentiment m'a dit « Vous êtes Français ?» Et moi, à ma grande honte, excusez-moi, mais j'ai commis un péché impardonnable. J'ai dit « Non, je suis belge. » Ben moi, votre différence, je suis fier d'être français. Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit en deuxième partie d'émission pour savoir si l'Amérique échappera à la décadence avec Obama, Francis Cousin, docteur en philosophie, Roland Hureau, historien essayiste, Pierre Laurin, journaliste écrivain, et Robert Lozada, journaliste. Un auditeur. Dire qu'Obama est une mythologie de l'élite financière et industrielle des États-Unis revient à dire que la Révolution française est une mythologie de l'élite financière et économique de la France de l'époque. Ce sont 2 mythologies qui ont fait souche. Un auditeur. Un des intervenants a fait une analyse au sujet d'une théorie de complot concernant l'élection de Barack Obama. Si Obama a été élu, c'est à cause de l'échec de Bush devant le terrorisme. Il a ouvert 2 fronts, ce qui était trop. L'Amérique est efficace pour combattre une armée conventionnelle, mais inefficace face au terrorisme. L'échec de Bush a poussé le peuple américain à trouver une solution inimaginable, élire un président mulâtre. Les anti-américains sont parfois les Américains eux-mêmes, surtout une certaine jeunesse gauchiste. Un auditeur, croyez-moi, dans l'esprit de certains, l'élection d'Obama sonne le glas de la race blanche. Un auditeur,
Pendant toute la campagne électorale américaine, la soi-disant droite française, et pire encore la droite nationale, gravitant autour du FN, est restée parfaitement neutre, voire carrément pro-Obama. Même sur votre radio, c'est cette neutralité qui a prévalu, et on a même eu des émissions qui soutenaient Obama, rejetant avec mépris les critiques des auditeurs. J'ai trouvé tout ça particulièrement écœurant, et normalement, ne fût-ce que sur le dossier de l'avortement, tous ces gens auraient dû prendre parti contre Obama et soutenir Palin McCain. Merci de vos commentaires. Un auditeur, Monsieur Delesquin, pourrait-il nous faire connaître son avis quant à la décision de Benoît XVI de lever l'excommunication des 4 évêques de la fraternité Saint-Pie X? J'ai lu ce soir dans Le Monde un article sur le sujet absolument scandaleux. Alors écoutez, sur cette dernière question d'abord qui n'a rien à voir avec notre sujet, je dis tout de suite à cet auditeur que d'abord je me réjouis profondément de ce qui vient de se produire, mais nous en parlerons lundi prochain. Je vais consacrer la moitié du livre journal du lundi 2 février à ce sujet sous le titre La réconciliation des catholiques. Je pense que c'est une grande chose, même si ça ne concerne qu'un nombre très minoritaire de catholiques. C'est dans son principe une grande chose parce que d'une certaine manière, je dirais de façon lapidaire, que le pape a levé l'excommunication de la tradition, et ça c'est important. Oui, vous voulez réagir sur ce sujet, mais nous en parlerons lundi. Alors venez lundi prochain. Alors, parce elle n'a rien à voir avec les États-Unis, mais elle a à voir avec la Russie. C'est-à-dire que dans l'esprit du souverain pontife, la réconciliation avec ses propres intégristes est un préalable traditionnaliste à la réconciliation avec les orthodoxes. Je ne vous laisserai pas dire intégriste, disons traditionnaliste. Si vous voulez. Bon, enfin vous dites ce que pour vous voulez. L'avortement. Voilà. Donc j'en parlerai lundi prochain. Pour l'avortement. D'autre part, la question précédente, c'était sur l'avortement. Non, c'était à propos de Radio Courtoisie. Alors, je répète à cet auditeur que Radio Courtoisie est une radio libre. Elle est non seulement libre globalement, mais dans chaque émission, le patron d'émission est libre de ses sujets, il est libre de ses invités, les invités sont eux-mêmes libres de dire leur opinion. Donc il n'est pas étonnant qu'à Radio Courtoisie on entende des opinions très diverses, notamment sur Obama. Mais je suis même sûr qu'on a aussi entendu des critiques très très fortes de ce que représentait l'engouement extraordinaire, mirobolant, que beaucoup manifestaient pour la candidature Obama, qui dépassait tout à fait ce à quoi on aurait pu s'attendre. Je me rappelle notamment avoir dit dans cette émission, ou avoir entendu dire dans cette émission, que les Français accordaient vous venez d'ailleurs de le rappeler, Roland Hureau, accordaient une importance disproportionnée à ce qui se passait aux États-Unis. C'est comme si dans notre tête, nous étions une province américaine, nous étions une colonie américaine. Enfin, c'est constant. Voilà. Autre question et autre réponse. Francis Cousin. Oui, alors je suis assez frappé par le sens que les autres interlocuteurs ont donné à cette rencontre, parce que bon, je pense qu'il y a à la fois l'essentiel et il y a le périphérique. Le périphérique, c'est le caractère du personnage. Il a voulu réussir socialement. C'est un homme qui a une dignité. Sa femme est sympathique. Il a de beaux enfants. Il a un bon cursus. Bon, tout ça est très très intéressant. Ça dresse en quelque sorte l'architecture psychosociale de l'individu. Sauf que la question qui nous est posée historiquement et qui appelle à un véritable regard méthodologique, c'est ce cursus individuel ne prend pas sa place par hasard dans la temporalité historique du temps présent, comme ceci, d'un point de vue purement fortuit. Or, Obama, malgré toutes les qualités qu'il a, nous connaissons l'écrémage de la démocratie américaine, qui est effectivement une dictature du spectacle social. Quand on parle des super délégués dans les primaires, ils sont délégués par personne. Quand on sait comment fonctionnent les primaires américaines, c'est effectivement quelque chose qui est là pour filtrer. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont peut-être déjà entendu parler de Ron Paul, par exemple, qui a toujours été bloqué dans les primaires. Donc tout à l'heure on parlait de la démocratie souveraine en Russie. La démocratie souveraine en Russie, effectivement, elle pose des problèmes à la circulation de la libre initiative, mais la libre initiative dans les élections américaines, elle n'existe pas. Si vous n'êtes pas l'émergence présélectionnée d'un lobby, d'un réseau d'influence, d'une structure qui vous a prélancé, malgré toute la qualité individuelle d'Obama, s'il n'avait pas rempli les fonctions pour lesquelles le système lui a assigné sa réussite, il n'aurait jamais réussi. Donc Obama est bien effectivement, à travers tout un appareillage industriel et financier, le choix d'un système qui est à bout de course. Le système est effectivement à bout de course. On y reviendra tout à l'heure sur le poids de la crise, sur effectivement cette décadence mortelle de l'Empire. Et Obama a été la dernière carte de revitalisation mythologique, parce qu'il a été le seul, dans le cadre d'un discours onirique et spectaculaire, à mettre en scène un rêve américain.
Et il était le seul à pouvoir produire le rêve américain. Alors, le rêve américain, c'était un rêve qui était effectivement piloté par les grandes structures financières. C'est-à-dire que quand on cherche qui sont les grands oligarques, c'est-à-dire Robert Rubin, c'est-à-dire toute une série de gens qui tournent autour, qui étaient déjà là avant, qui étaient déjà là avant, et qui sont là encore maintenant, et qui seront là après, derrière l'écran, derrière l'icône virtuelle, il faut faire œuvre critique, œuvre de méthodologie. La vérité s'inscrit en négatif de l'apparence, bien évidemment. Tout ce que vous avez dit sur l'apparence spectaculaire du personnage Obama est vrai. Sauf que c'est effectivement la surface médiatique du spectacle. Derrière, il a été choisi et programmé par l'empire financier, et c'est ça le sujet. Alors la question est pourquoi Obama, finalement, voilà la question posée, pourquoi Obama? Est-ce que c'est vraiment ses qualités personnelles, ou bien plutôt, comme le dit Francis Cousin, est-ce que ça n'est pas la manifestation... L'interprétation policière de l'histoire, quand même. Il y a un peu de ça. Pas du C'est tout, une immanence sociale, c'est une non. immanence, c'est pas du tout un complot. Enfin que... Roland Hureau, Que le système américain finisse, que le président soit démocrate ou républicain, par maintenir au pouvoir un certain nombre de forces sociales très particulières, enfin, pas seulement la bourgeoisie américaine ou le capitalisme américain, même peut-être même le lobby militaro-industriel. Bon, ça tout le monde le sait, enfin en tous les cas les marxistes le répètent et depuis longtemps, et il n'y a pas que les marxistes, même Eisenhower a dit à partir de moi, aucun président ne gouvernera, il y a des forces trop puissantes qui vont lui imposer sa ligne. Bon, ça on est d'accord. Ceci dit, je ne crois pas qu'il y ait une oligarchie de 4 ou 5 personnes qui se soient dit c'est celui-là c'est le meilleur, parce que ces primaires, quoi que vous disiez, elles se sont jouées de manière extrêmement serrée avec Madame Hillary Clinton. Il aurait suffit que un ou deux États limites basculent dans l'autre sens, et on aurait eu la première femme présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Ceci dit, le résultat aurait été le même, puisqu'Hillary Clinton est aujourd'hui secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, et même plus que ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle a également un droit de regard important sur la défense. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ceci dit, si c'est Obama, c'est en raison des qualités d'Obama. Combien Obama a reçu de milliards supplémentaires à ce qu'a reçu Clinton? Vous savez, l'argent, il va aux gagnants. C'est-à-dire que quand il y a eu un frémissement au départ, il a eu des petits dons par Internet, par une très habile... Une légende. Bon, admettons. Là, on peut douter mais quand les gens ont senti... D'abord, Madame Clinton a eu de l'argent aussi. Mais l'argent, dès qu'on voit, c'est comme des parieurs, dès qu'on voit qu'il y a un petit frémissement qui va dans un sens au niveau des résultats des primaires, alors il a eu un effet d'accélération parce que les dons ont été plus nombreux en sa faveur. Pierre Laurent. Ça, c'est effectivement, je crois que normal. Il aurait raté sa première primaire, qu'il n'aurait pas eu un sou. Et ça, c'est très clair. Je crois que le système des primaires fonctionne d'une manière qui laisse sa chance à des gens qui ne font pas partie de l'establishment. Disons, ces groupes de pression récupèrent ensuite les gens. C'est normal. Ça se passe dans tous les pays comme ça. C'est le propre de la nature humaine. Mais Obama, il n'était personne il y a 4 ans, il est aujourd'hui président des États-Unis. Citez-moi un politicien français qui n'était personne il y a 4 ans et qui aujourd'hui peut remplacer Sarkozy. Et c'est pas que le cas d'Obama, c'est le cas de Carter, c'est le cas de Clinton. Absolument. Ce fut d'une certaine manière le cas de Kennedy. Et également la question... D'accord, mais est-ce que c'est un mérite à donner aux États-Unis? Est-ce que vraiment le fait de pouvoir propulser quelqu'un d'inconnu à la tête de l'État est en soi un mérite? Je suis désolé. Est-ce que Carter a été bon président? C'est une vraie question que je voudrais poser parce qu'il y a des ressemblances entre les deux. Est-ce que Carter a été un bon président? Alors, c'est à mon avis, il y a une ressemblance. Alors, excusez-moi, Roland Hureau, il y a quand même une différence parce qu'on dit Obama était le meilleur. Enfin, soyons sérieux. Carter, au moins, avait été gouverneur. Je crois qu'il avait été gouverneur de la Géorgie. C'est vrai. En plus. Il faut quand même pas oublier qu'Obama n'a strictement rien comme curriculum vitae pour devenir président. Il n'a jamais exercé aucune fonction exécutive à la tête même pas d'une grande ville ou d'une petite ville. Il a été sénateur, c'est-à-dire représentant. Et puis, il a fait du travail social dans un quartier noir dans une ville américaine. Oui, il a été mêlé avec toute la classe politique de Chicago. Et sa grande qualité, c'est que c'est un orateur, paraît-il, extraordinaire. Bon, voilà. Mais de là à dire que pour autant il a des qualités propres qui lui permettent de gouverner, c'est sûr qu'on peut pas lui faire crédit. Mais enfin, on verra. C'est à l'usage que l'on verra.
c'est quand même pas inutile d'avoir. Vous êtes en train de nous dire que en dehors de l'élitisme, il n'y a pas. En dehors de non, je ne dis pas ça. Je dis en dehors de l'expérience. En dehors de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'est pas inutile qu'avant de devenir président des États-Unis, on fasse d'abord ses preuves comme gouverneur d'un État. Oui. Ça me paraît pas absurde. Nelson Mandela avait passé 40 ans en prison, et néanmoins, il a été un bon président pour l'Afrique du Sud, bien meilleur qu'en tout cas que ses successeurs. Ça, c'est clair. Et que la plupart des chefs d'État arrivaient au terme d'un processus révolutionnaire. Ceci dit, en effet, on n'a aucune raison de faire crédit à Obama du fait qu'il n'aurait jamais exercé de responsabilité exécutive. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il sera mauvais, c'est une autre question. Non, mais quand on voit l'appareil qu'il y a derrière, on ne peut être sûr que d'une seule chose, c'est que ce sera du Bush en pire, et en politique étrangère, parce qu'on aura une politique militaire impériale extérieure qui sera encore plus sanguinaire. Le conflit sur l'Iran est déjà préprogrammé, et en interne, on aura effectivement une dévastation financière encore plus organisée, parce qu'à la débauche de crédit, on va répondre par un crédit de la débauche. Alors, Francis Cousin, non mais avant de faire des pronostics qui sont toujours hasardeux, vous savez, c'est très dangereux de prévoir, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se demander, expliquer, décortiquer la raison de cet engouement pour Obama? Parce qu'enfin, je le répète, si Obama n'avait pas été noir ou considéré comme tel, est-ce qu'il y aurait eu un tel engouement pour lui? C'est très simple. Vous avez aujourd'hui une mythologie mondiale qu'on voit même en France. Le social a disparu. Le social a disparu. Aujourd'hui, on vit la tyrannie du sociétal de l'illusion. L'homosexualité, les minorités visibles, ce sont aujourd'hui les vecteurs de la restructuration de l'imposture politique. Il n'y a plus de débat social, il n'y a plus que des débats sociétaux. Et aux États-Unis, ça a fonctionné d'une manière merveilleuse sur la diversité. On demandait aux gens, pourquoi ça va changer? Ah bah ça va changer parce qu'on a un président noir, qui n'est d'ailleurs pas noir. C'est-à-dire qu'on avait une incarnation de stupidité émotionnelle, sans aucune vision historique, dans l'affect le plus primitif du matraquage médiatique. Alors, ce qui est grave, Francis Cousin, c'est que les hommes politiques français, puisque nous sommes français, sont tout à fait allés dans ce sens. Dominique de Villepin, qui aurait pu dire, moi je suis pour Obama parce qu'il était contre l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Bon, il aurait pu dire ça. Eh ben, j'ai vu un grand entretien dans le Parisien de Dominique de Villepin qui disait, moi je suis très content qu'Obama ait gagné, et la seule raison qu'il a donnée, lui, qui se prétend un homme d'État, ce n'était pas, je le répète, de dire parce qu'il avait une vision juste pour l'Irak, c'était parce qu'il est noir. Voilà. Donc, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que l'engouement dans le monde, aux États-Unis d'abord, dans le monde occidental, est dû essentiellement à une chose, c'est qu'il n'était pas blanc. Si Obama, il aurait peut-être été élu s'il avait été blanc, parce que effectivement, après 8 ans de Bush. Et avec la crise économique qui venait de survenir, c'était difficile pour les républicains de remporter l'élection. N'importe quel démocrate. Il n'empêche que l'engouement médiatique extraordinaire et mirobolant qui a eu lieu dans tout le monde occidental s'explique uniquement par cette mythologie du métissage. C'est parce que c'était le candidat métis qu'il était bon. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, que quelqu'un... Si Obama avait été élu pour ses vraies qualités, si on avait dit, mais... Obama c'est formidable parce qu'il va faire une réforme de la sécurité sociale qui est celle qu'il faut pour les États-Unis. Si on avait dit, mais parce qu'il va retirer les troupes américaines d'Irak, on l'a à peine dit. On l'a dit au passage. Non, l'argument central et unique, répété ad nauseam, c'était il est noir, donc il est bon. Et faux, puisque, comme je dis, il n'y a pas un seul esclave dans ses ancêtres. Mais il remplit une fonction. Et deuxièmement, il est excusez-moi, mais là nous sommes en train de parler de l'extérieur des États-Unis et pas des États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, je regrette, mais Obama, c'était l'homme qui avait un programme, c'était l'homme qui faisait de bons discours, c'était l'homme qui avançait des idées, c'était l'homme qui donnait confiance. Quelles idées? C'était des formules creuses. Je fermerai Guantanamo dès que je serai élu. Maintenant, c'est en fin d'année. Attendez, et il va pas fermer Guantanamo puisqu'il va déporter les Guantanamistes dans des prisons en Afghanistan. Peu importe. La démagogie ordinaire du Parti démocrate, ça n'apportait strictement rien de nouveau. Mais ça n'a rien à voir avec la démagogie. C'est simplement des programmes électoraux aux États-Unis. Ça n'est pas la démagogie. Écoutez, les États-Unis sont, je parle sous le contrôle à une démagogie de Robert Lozada, correspond qui est économiste, démagogie républicaine, et ainsi de suite. Mais on est exactement dans le même cas de figure. Vous avez un pays qui est ruiné. Où vous voyez en France une seule idée originale, quelque chose qui nous fasse vibrer.
Nous parlons des États-Unis. Bon, justement, parlons des États-Unis. Et donc, admettons comme une normalité ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que le discours politique est aussi plat que celui des autres pays du monde, mais que Obama avait quelque chose de plus, qui était une petite étincelle de lyrisme qui plaisait aux gens. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était noir. Je dois dire que j'aime bien Obama, pour les raisons inverses de l'opinion. Je trouve que c'est clair, il y a beaucoup de classe. Et Oui, d'ailleurs, Hillary Clinton, tout à qui ne s'est pas trompé dans les polémiques des primaires, a dit Obama est un élitiste. Effectivement, il est le résultat du croisement de ce qu'il y avait de plus aristocratique aux États-Unis et de ce qu'il y a de plus aristocratique en Afrique. Bon, parce que c'est pas incompatible le fait d'être noir et d'être élitiste. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a une petite chose qui m'inquiète, c'est son allure de grand adolescent qu'on voyait aussi chez Carter. Hein, ça faisait partie du charme de Carter. Et de Kennedy aussi. On n'a aucune certitude. Et de Kennedy. Alors, s'agissant de Kennedy, c'est également un autre cas. On dit tous ces présidents ont une feuille de route qui leur est dictée par l'establishment, par les principales forces économiques et politiques qui les ont aidés dans leurs élections. Il y a un président qui, pour des raisons mal éclaircies, s'est écarté de cette feuille de route, et il s'appelait John Kennedy. Et on a vu ce qui lui est arrivé. Il en est mort. Alors, il y en a d'autres qui ne s'étaient pas franchement écartés de la feuille de route, comme McKinley, qui sont morts aussi. Non, mais de temps en temps, on assassine. Et puis Reagan aurait pu également être tué. Vous savez, il est passé à deux doigts d'être tué. Hein. Oui, d'accord. Alors, tous les présidents nés élus dans les années se terminant par 0, depuis Lincoln, ont eu des ennuis. Tous, sans exception. Et ça s'est arrêté avec Reagan, mais c'est pas vraiment un arrêt puisque il a échappé de peu à la mort. Vous donnez dans la numérologie. C'est pas plus bête qu'autre chose. La grande question, c'est de savoir quelle marge de manœuvre c'est les rois maudits, version américaine. Vous écoutez Robert Lozada, en l'occurrence, qui donne le numérologiste Robert Lozada. Je lui connaissais beaucoup de talent, mais pas celui-là. Grande question, quelle marge de manœuvre a-t-il pour résoudre les problèmes américains, qui sont d'une certaine manière les problèmes du monde tout de même, hein, parce que c'est même si nous ne voulons pas donner une importance exagérée à cette élection, nous savons qu'il y a des répercussions importantes de ce qui se passe aux États-Unis vers le reste du monde. Alors, il aurait d'ailleurs peut-être pas gagné l'élection si la crise économique n'avait pas éclaté, vraiment démarré en plein milieu aux alentours du 15 septembre. C'est quand même extraordinaire. Non, mais justement, ce qui est faramineux, c'est qu'on a une contestation théâtrale et spectaculaire. Elle est donc factice de toute l'économie financière qui a conduit justement à l'effondrement. Robert Rubin, qui est une des articulations centrales de toutes les dévastations financières du passé, vient se mettre stratégiquement au centre du dispositif Obama. Obama n'a aucun pouvoir. Obama n'est pas le président acteur, directeur. Obama est un paravent spectaculaire. Obama vient remplir une fonction médiatico-théâtrale par rapport à la population. Et vous l'avez dit à juste sens. Il prêche bien. Dans une population. J'ai pas dit qu'il prêchait, j'ai dit qu'il parlait bien. Il parlait bien, il parle bien, il parle comme un pasteur. C'est-à-dire, il ne parle pas du réel. Il parle de la foi, c'est-à-dire d'une inflammation, d'une flamme qu'il positionne sur le réel. C'est un des rôles du chef. C'est un des rôles du chef dans toutes les sociétés. Alors, le problème, c'est que dans toutes les sociétés, le chef enflamme pour la transformation. Oui. Là, il enflamme pour faire écran. Il enflamme pour faire écran. Et on a vu au moment de Gaza, que l'on soit, quelle que soit la position que l'on avait sur Gaza, on a vu que la seule position possible pour lui, c'était de ne pas en avoir. Parce que compte tenu effectivement de l'empire technico-financier qu'il représente, il ne pouvait rien dire. Non, mais il n'a rien dit, tout simplement, parce qu'il n'était pas président à ce moment-là, et que les Américains ne sont pas comme nous, ils sont très respectueux de la Constitution. On peut craindre un effet aussi que, sur les affaires du Proche-Orient, il donne dans la surenchère pro-israélienne. Exactement. Pour se faire pardonner le fait de s'appeler Barack Obama. Encore que, les spécialistes voient depuis 2-3 mois une divergence grandissante entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. J'en profite pour faire une parenthèse. Si vous ne voulez pas faire d'anglicisme, il faut dire le gouvernement américain, non pas l'administration américaine. Ça, c'est beaucoup plus grave que de parler de Boy Scout. Et sur le plan sémantique.
Et déjà, il y avait de graves désaccords. C'est la raison pour laquelle l'opération Gaza, qui est une opération hautement contestable et pour ne pas dire extrêmement grave, a eu lieu dans l'interrègne. Les Israéliens ont eu une fenêtre de tir entre les deux présidents où personne ne gouvernait. Oui, tout à fait. Mais et puis, ça c'est le premier point. Tout laisse penser que ces divergences vont continuer. Pas parce que c'est Obama, parce qu'elles sont structurelles à l'administration américaine et à l'évolution interne d'Israël. Et je pense, c'est pour ça qu'on dira il y a un changement de ton avec Obama. Ça sera peut-être tout simplement la poursuite de ces divergences qui sont apparues à la fin de la période Bush. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen qui reçoit en deuxième partie d'émission pour tenter de répondre à la question « L'Amérique échappera-t-elle à la décadence avec Obama ?» Francis Cousin, docteur en philosophie, Roland Hureau, historien essayiste, Pierre Laurin, journaliste écrivain et Robert Lozada, journaliste. Un auditeur. Obama a été élu face à un adversaire, McCain, trop vieux aux yeux des électeurs. C'est celui qui a pu réunir le plus d'argent qui a été élu, en particulier l'argent de Soros, les finances des pays de l'Est. L'élection d'Obama est un gage d'antiracisme à la face du monde. Un auditeur. Bonsoir, je vous trouve très indulgent et politiquement correct envers Obama. Le problème n'est pas son quotient intellectuel ou sa couleur de peau. Le problème, c'est l'idéologie de gauche, voire d'extrême gauche, qui anime cet homme, comme tout son passé le révèle. Pas véritablement. Une auditrice. Comment pouvez-vous dire que Mandela était un bon président ? 30% de sidaïs, 40% de délinquants, 30% de chômeurs. Un auditeur. Messieurs, à ceux d'entre vous qui ironisent à propos de la notion de complot afin d'en faire un contre-argument très facile, il faut rappeler que ce mot désigne une résolution concertée qui n'est pas divulguée. Cela représente pratiquement tout le fond de la politique et de la vie des États. Le complot est donc un élément intrinsèque. Une auditrice, le participant au débat qui a comparé une partie de notre peuple à une tribu Maasai peut-il expliquer pour les auditeurs non ethnologues ce que sont les Maasai ? Un auditeur. Les auditeurs de Radio Courtoisie savent que les présidents sont fabriqués par le CFR, le Conseil aux relations étrangères. Alors, faire une émission sur les qualités de l'homme élu est dérisoire. Mieux vaudrait essayer de comprendre les raisons du choix de cet homme et pour faire quoi ? Une auditrice. Félicitations à Monsieur de Lesquen que je compare à Daniel dans La Fosse aux Lions. Il a du bon sens. C'est vous les lions. Très agréable. Et enfin un auditeur à propos des États-Unis. N'oublions pas que les véritables originaires de l'Amérique sont les peaux rouges. Blancs et noirs se disputent une terre qui n'est pas la leur. Alors on peut dire aussi que les Français se disputent une terre qui n'est pas la leur, puisque l'autochtone c'est l'homme de Néandertal qui a disparu depuis quelque temps. Bien, réponse aux autres questions posées par les auditeurs. Non, la tribu Maasai. La tribu des Maasai, c'est tout simplement une réponse à ce que on avait dit précédemment sur le fait qu'Obama venait de l'Afrique orientale et que là-bas ce sont des ethnies qui ont une haute opinion d'elles-mêmes. Et donc je disais qu'il n'y a pas que les Maasai qui ont une haute opinion d'elles-mêmes. Voilà. Oui, mais c'est tout à fait juste. Enfin, excusez-moi. Alors plusieurs. Oui, Robert Lozada. Il y avait une des questions, pas des questions, parce que c'était pas vraiment une question, qui faisait encore beaucoup penser à l'interprétation policière de l'histoire pour la théorie du complot. Pour expliquer le succès de Obama en faisant référence une fois de plus à ce fameux CFR qu'on met à toutes les sauces. Déjà du temps de Kennedy d'ailleurs, Council of Foreign Relations, CFR, et on prête à ces organismes des pouvoirs très excessifs par rapport à ceux qu'ils ont en réalité. Je crois pas du tout. C'est un pays de 300 millions d'habitants où il y a des Tout à l'heure, vous avez cité un nom, par exemple. C'est la première fois que j'entendais citer à Radio Courtoisie le nom de Ron Paul. Non, il a souvent été cité. Ron Paul, je pense. Mais non, vous n'écoutez pas assez Radio Courtoisie, franchement. Peut-être que j'écoute pas assez. Il a été cité. Mais voilà un homme, enfin, en effet, s'il est cité à Radio Courtoisie, c'est très bien, mais qui joue un rôle assez relativement important aux États-Unis et qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec le Council en question. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses aux États-Unis. Ça parle dans tous les sens. Robert Lozada, je voudrais quand même vous faire remarquer quelque chose. Le monde qui
qui n'est pas un journal de droite et qui n'est pas suspect de donner dans la théorie du complot, a publié 2 pages il y a quelques semaines ou quelques mois à propos de la banque Goldman Sachs. Le Monde expliquait, je n'ai pas vérifié, c'est Le Monde qui le disait, que les dirigeants du ministère des Finances américain, le Secretary of Paulson, en l'occurrence. Non, mais que depuis des années, depuis au moins Clinton, le ministre des Finances lui-même et son équipe étaient toujours issus de la banque Goldman Sachs, ce qui était le cas d'Henry Paulson. Et maintenant, c'est Timothy Geithner. Et maintenant, le successeur est, paraît-il, lui aussi quelqu'un de la banque Geithner. Goldman Sachs. D'autre part, ce sont des faits, là, ce n'est pas la théorie du complot excessif, ce sont des faits. Monsieur Henry Paulson, qui était PDG de la banque Goldman Sachs, s'est coulé. Juste avant de devenir ministre des Finances, n'a pas augmenté les impôts sur les profits des banques tant que tout allait bien, mais lorsqu'il y a eu la crise, il a fait adopter, difficilement d'ailleurs, mais il a fait adopter le plan Paulson, qui représente 800 milliards de dollars. 825 milliards de dollars, qui était au moins à l'origine destiné uniquement à racheter les crédits toxiques des banques, c'est-à-dire à faire un cadeau gigantesque aux banques, dont à la banque Goldman Sachs. Alors là, on est écoutez, je crois qu'il faut dire la vérité de quand on voit ces faits, et on pourrait continuer longtemps. Quand on voit, c'est pas un sujet négligeable, la masse des moyens financiers dégagés par Obama, on se dit que ce n'est peut-être pas simplement les petits ruisseaux qui ont fait les grandes rivières, et que sans doute il y a eu des gros apports de contributeurs importants. Et que on n'en sait rien, mais la version campagne, oui, mais pour les. Je parle de la campagne. Je parle de la campagne. La version officielle, c'est que c'est beaucoup de petits dons. C'est la campagne la plus coûteuse de toute l'histoire des élections. Ce que je veux dire, c'est que objectivement, quand on voit ces faits, on se dit que les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une plutocratie. C'est le gouvernement des riches et des très riches, qui, quoi qu'il arrive, que ça soit Bush ou que ça soit son successeur Obama, finalement, ce sont eux qui gouvernent parce que la politique qui a été suivie par Bush avant Obama, Paulson, c'était Bush, consiste à dire que, excusez-moi de reprendre une formule de l'extrême gauche, mais en l'occurrence, elle s'applique. C'est la privatisation des profits et l'étatisation des risques. Et l'étatisation des pertes. Les cadeaux formidables qui ont été faits aux banques ne s'expliquent que par cette connivence extraordinaire qu'il y a entre l'oligarchie qui dirige les États-Unis et les pouvoirs financiers. Non, le cadeau extraordinaire qui a été fait aux banques s'explique parce qu'il y a une banque qui a fait faillite, Lehman Brothers, et que ça a provoqué une telle catastrophe que l'on pensait que tous les dominos allaient tomber les uns après les autres et qu'il fallait à tout prix interrompre. C'est vrai. Je crois que c'est ça la principale raison. Mais ce n'est pas incompatible. Non, mais de toutes les manières, il fallait les banques pour éviter un effondrement du système mondial. Sauf que pour répondre à la question de base que nous a posée Henri de Lesquen, nous sommes entrés avec Obama dans la phase terminale de la décadence. C'est-à-dire que... Non, pas la phase terminale. On est à la rigueur, la phase initiale, mais pas la phase terminale. C'est-à-dire que je reprends 2 phrases qui sont significatives. C'est pas la décadence, le pouvoir des riches. Regardez, toutes les sociétés j'ai pris 2 phrases, clés sur les États-Unis, l'une de Maurice Allais, qui date de 98. Les États-Unis, c'est un vaste casino de promesses, de payer, qui n'aboutiront jamais. Et de 1982, un texte situationniste qui est donc de l'autre bord, une immense accumulation de fictivité financière où l'économie du crédit va anéantir le crédit de l'économie. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'heure de vérité, c'est-à-dire que nous sommes dans une fictivité monétaire absolument délirante, et le système à bout de course, pour résoudre la crise de sa fictivité financière, remet du financier fictif à haute dose. Alors, donc Roland Hureau, c'est terminé. Francis Cousin l'a dit dans son vocabulaire situationniste, mais Maurice Allais l'a dit dans un vocabulaire plus économique. Le Monde d'ailleurs de Paris samedi, daté de dimanche lundi, rappelle que le seul prix Nobel de sciences économiques français, qui est Maurice Allais, le grand économiste Maurice Allais, a dit dans les articles du Figaro, que le Figaro bizarrement ne rappelle pas, dès 1988, ce qui allait se passer en disant que l'économie financière internationale était devenue un vaste casino. Donc c'est ce que notre ami Francis Cousin appelle la fictivité, mais c'est aussi ce qui explique la crise actuelle. Et notamment la crise financière. Oui, mais ce n'est pas la crise ultime du capitalisme ni de l'Amérique. Personne n'a dit ça, même pas Francis Cousin. On l'a dit en 29, on l'a dit régulièrement. J'espère que ce n'est pas ce que dit d'autre part, je Cousin. vous rappelle que cette théorie du complot, cette théorie de la toute-puissance des banques, etc., c'est une théorie de gauche. Avant les situationnistes, et il y a eu Karl Marx qui a expliqué tout ça dans son langage du 19e siècle. Et je vois qu'à la limite, je suis le seul à ne pas être marxiste. Roland Hureau, avec tout le respect que je vous dois. Je regrette, je partage tout à fait votre... Roland Hureau, avec
avec le respect que je veux, si Karl Marx a dit que 2 et 2 font 4, on peut répéter après du coup 2 et 2 font 4 sans être marxiste. Eh bien oui. Donc, mais ça n'est pas, bien sûr. Alors, je pense, en réalité, pour répondre à la question, que peut-il faire pour l'Amérique? Je pense que sa marge de manœuvre est très limitée en matière militaire et géopolitique, pour toute une série de raisons que je peux expliquer s'il le faut, mais j'avais commencé déjà s'agissant des rapports entre Israël et les Palestiniens et les problèmes du Proche-Orient en général. Je pense que sa marge de manœuvre est très limitée sur le plan macroéconomique, encore que le gouvernement américain, même celui de Bush, avait certes aidé les banques, mais pris un certain contrôle et s'est forcé de contrôler un petit peu ces banques, alors qu'en France, où l'argent public, l'argent privé n'intervient pratiquement plus dans les élections, où il n'y a que l'argent public qui joue dans les élections, nous avons un président qui lui a aidé les banques sans aucune contrepartie, sans exiger aucun contrôle. C'est-à-dire que le rapport de force des banques par rapport au gouvernement est apparu infiniment plus fort en France qu'aux États-Unis et a fortiori en Angleterre, où le gouvernement travailliste a certes aidé les banques, mais pris des participations au prorata de l'aide qu'il leur a apportée. Alors maintenant, sur le plan social, je pense qu'il a une certaine marge de manœuvre, notamment sur des sujets comme la sécurité sociale. Je pense aussi qu'il y a 2 manières d'aider de résoudre le problème ou d'aider à résoudre le problème des subprimes. Là, je vois pas comment le dire en français. C'est soit vous aidez les banques qui ont prêté à des débiteurs défaillants et sans les empêcher d'aller ensuite se retourner contre ces débiteurs, soit vous aidez directement les débiteurs à rembourser. Alors j'ai compris qu'Obama allait aider directement les débiteurs de telle manière qu'ils remboursent aux banques. Je ne sais pas s'il va le faire. La facticité. Mais la facticité, la monnaie factice, la question, de toutes les manières, dans un système qui a dépassé le stade de la préhistoire, la monnaie est scripturaire et quelque chose de factice qui est assise sur des crédits dont tous ne sont pas certains, mais nous pouvons avoir des périodes d'inflation où le crédit est la monnaie et nous sortons d'une période d'inflation. Le crédit est une anticipation de vente qui ne s'est pas encore réalisée. Oui. Ça peut marcher longtemps, sauf qu'il y a un moment crisique absolu, c'est lorsque l'autonomisation de la monnaie décroche totalement de la matérialité économique. Alors tendanciellement, nous y étions depuis des années. J'ai fait un tout petit calcul. Entre 49 et 69, les réserves internationales en dollars ont augmenté de 55%. Entre 69 et 2009, elles ont augmenté de 2400%. Eh bien. Alors on a atteint effectivement, parce qu'il y a un moment, et là on revient aux philosophes, parce que Héraclite et Parménide dans l'Antiquité avait posé déjà le problème de la monnaie, de la démesure. Non, mais là, Francis, nous nous éloignons de Barack Obama. On s'éloigne pas puisque vous revenez à l'Antiquité. La démesure. Depuis Athènes, depuis Sparte, depuis Rome, vous avez toujours des gens qui ont la force militaire avec eux et qui réussissent à acheter des choses à leurs partenaires avec de la monnaie de singe, parce qu'ils sont les plus forts. Alors, et tant que les Américains seront les plus forts, tant que les Américains imposeront à l'Europe et au Japon leur diktat géopolitique, ils pourront continuer à faire de la monnaie de singe. Absolument. Alors, je m'étonne. Et leur diktat géopolitique, on vient du fait qu'ils dépensent la moitié des crédits militaires. Je m'étonne que nous ne parlions pas de ce qui peut changer avec Obama, c'est-à-dire sur l'avortement, l'augmentation des dépenses publiques d'abord, la socialisation de l'économie américaine qui va être accélérée ou accentuée par Obama, comme elle l'avait été sous le New Deal, la nouvelle donne avec Roosevelt, et puis l'immigration, parce que en fait, si Obama a ce succès médiatique extraordinaire, c'est parce qu'il est métis, et il est probable qu'il va ouvrir les portes et les vannes de l'immigration. Il y a déjà plus d'1 million d'immigrés qui arrivent chaque année aux États-Unis. Alors Huntington, qui vient de mourir, le grand penseur Huntington, qui a écrit son dernier livre, c'est Qui sommes-nous? Who are we en anglais. Bon, explique justement que l'immigration menace gravement l'identité américaine et pas simplement l'identité française. Très gravement. C'est la thèse de Huntington. C'est les Mexicains catholiques, écoutez, comme parlez plus fort pour qu'on vous entende. Je dis ces immigrés sont des la question d'abord Mexicains catholiques, c'est quand même pas le. D'abord, excusez-moi, vous parlez des immigrés illégaux qui sont des Mexicains catholiques, mais les immigrés légaux ne sont pas tous. Ce sont des Kenyans, ils viennent de partout dans le monde. Donc l'identité américaine est en train d'être submergée par l'immigration, une immigration qui n'est pas assimilable en réalité dans le prétendu creuset américain qui n'a pas fonctionné pour ces nouveaux immigrés. C'est ça le vrai sujet.
C'est un des vrais sujets qui se présentent. Et justement, Obama est symptomatique de cette évolution vers la multiculturalité que refusent les patriotes américains, les vrais patriotes comme Huntington. Derrière, Il vient de mourir. Hein, derrière ça, il y a ce que l'on retrouve aussi bien en France que dans tous les pays du monde, c'est que l'immigration est la main-d'œuvre de réserve du capital parce qu'elle casse les coûts du travail. Il y a dans le projet d'Obama le regroupement familial. Parce que le haut patronat, qui a des grèves dans la métallurgie ou qui a des grèves dans les usines d'aviation, préfère avoir effectivement des immigrés qui ne vont pas renacler, qui vont accepter un coût du travail bien inférieur. Donc la stratégie du capital et la stratégie de l'immigration, ce sont deux stratégies clés. Visiblement, vous ne connaissez pas la puissance des syndicats américains. Visiblement, vous la connaissez pas. Et qui sont démocrates. Et qui sont démocrates, absolument. Là, penser que des immigrés vont remplacer les bons vieux travailleurs de Détroit, ça, c'est, je crois, de la fiction. Bah, écoutez, allez voir les chaînes de Détroit, ça s'est déjà passé, vous avez votre dernier voyage à quelque temps. Attendez, non, mais ce sont les faits. Il y a 1 million d'immigrés officiels et peut-être autant d'immigrés illégaux. Non, mais les immigrés officiels, d'accord, les immigrés illégaux, ils ne sont pas embauchés dans les chaînes de ah non, je regrette. Mais non, il va régulariser tous les immigrés illégaux pour effectivement les mettre dans les chaînes, parce qu'ils coûteront 25% moins cher. Honnêtement, je n'ai pas lu dans aucun des discours que j'ai lus, mais je ne les ai pas tous lus d'Obama, ce genre de proposition. Je ne sais pas d'où vous le sortez, mais si vous avez un texte, je suis ravi de le lire. Qui plus est, il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, il faut l'accord du Congrès. Alors, leur pour tourne, quoi qu'on fasse. Leur tourne, et j'aimerais bien que Marie-Françoise fasse quelques annonces, et puis...